Avec moi, Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonsoir, Monsieur Turcot. Bonsoir. Moi, je parle de ça, et vraiment, je l'ai dit ce midi, j'ai la chair de poule, parce que c'est peut-être un des meilleurs exemples dans l'histoire où deux hommes, seulement deux hommes, pas 1000, deux hommes, De Gaulle, qui fait cet appel-là, cette journée-là, le 18 juin, et Churchill, qui ce jour-là, mais quelques jours avant, au mois de mai, avait fait ce discours célèbre où il dit « Je n'ai qu'à vous offrir du sang, des larmes et de la douleur ». Et bref, ces deux hommes-là ont changé le cours de l'histoire parce que tous les autres, beaucoup voulaient qu'on négocie avec les Allemands. Ah oui, il y en avait beaucoup qui voulaient négocier, mais vous avez raison de mettre les deux ensemble parce que ces deux orateurs, mais d'une verve qu'on connaît peu aujourd'hui quand on entend les grands discours de nos politiciens. Et De Gaulle avait cette volonté de croire en la France. Et il l'a dit dans ses mémoires, « Je me fais une certaine idée de la France ». Bien, cette idée de la France, l'appel du 18 juin, il le symbolise par le refus des conséquences dramatiques de l'armistice, parce que souvenons-nous, là, on va rappeler un peu le contexte pour les gens qui sont un peu perdus. Début de la Deuxième Guerre mondiale, la France fait une ligne Maginot, on dit les Allemands passeront jamais par là, ils passent par la Belgique finalement, et le 14 juin 1940, les Allemands, donc les nazis, défilent dans Paris. Le gouvernement se réfugie à Bordeaux et le 17 juin, De Gaulle, donc, qui vient d'être nommé général, est mandaté pour aller à Londres pour discuter avec Churchill. Les deux hommes vont bien s'entendre. Il va repartir le 18 juin. Et là, vous l'avez dit en ouverture, le gouvernement de Philippe Pétain, le maréchal Pétain, qui est un héros militaire, il faut le rappeler. Aujourd'hui, c'est persona non grata. Personne ne veut entendre parler de Pétain parce qu'il est le symbole de celui qui a collaboré, alors qu'à l'époque, De Gaulle, c'est lui qui est persona non grata. Parce que quand il fait son fameux appel du 18 juin, après ça, le gouvernement de Philippe Pétain va le considérer comme un traître. Et la propagande va en varloper contre De Gaulle. Mais ce fameux appel qu'on a entendu, là, justement, en extrait, vous l'avez dit également, il ne date pas du 18 juin, du moins l'enregistrement, parce que la BBC l'a perdu et surtout, peu de gens l'ont entendu, malheureusement. Oui, parce que à l'époque, et Churchill, je le disais, mais expliquez-moi le contexte, et Churchill, par Chamberlain puis Halifax, avait des pressions énormes pour négocier une paix avec les Allemands, et De Gaulle, c'était pas gagné d'avance son pari, d'où le courage de cet appel. C'était pas gagné d'avance. En fait, les faits étaient plutôt contre lui à l'époque. Ah, complètement. Quand on regarde l'histoire, on sait où ça s'en va. On connaît la fin, sauf qu'à l'époque, Churchill fait face, et ça, vous le voyez très bien dans le film Darkest Hour, qui est film magnifique qui raconte justement cet épisode avec Winston Churchill. Churchill a beaucoup d'opposants justement à sa politique qui veut confronter les nazis. De l'autre côté, De Gaulle est presque inconnu. Aujourd'hui, c'est ce grand personnage de haute stature qui a mis en branle la Ve République que l'on connaît encore aujourd'hui en France. Mais les deux hommes, ben, c'est un coup de poker. D'autant plus, et ça c'est pour la petite histoire, le jour du 18 juin, Churchill était occupé. Il n'y avait pas le temps de s'occuper de Gaulle. Donc, De Gaulle rédige son discours. Et là, le Foreign Office de Londres, du moins d'Angleterre, regarde l'appel en question et disent « Non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser passer ça à la BBC parce qu'on pense encore à l'époque qu'on peut négocier avec le gouvernement de Philippe Pétain. » Et c'est à la dernière minute que Winston Churchill arrive et il va dire grossièrement, ben là, c'est fini les niaiseries, là, vous laissez parler De Gaulle, il y a des choses fondamentales à dire et l'ennemi, c'est Hitler. Point final. Et là va commencer le grand gouvernement en exil, celui qu'on va appeler de la France libre. Le De Gaulle va l'incarner. Et dans son appel, c'est important, il y en a beaucoup qui disent, il appelle les Français à résister. C'est pas tout à fait ça, c'est plus complexe que ça. Ce qu'il va dire, c'est qu'il invite tous les militaires, les ingénieurs, les hommes, éventuellement les femmes, qui sont capables de l'aider, de le rejoindre à Londres pour être capables, avec justement le gouvernement britannique, de s'opposer à la politique d'Hitler. Ça va prendre beaucoup de temps, il va connaître énormément de revers, mais heureusement, en 1944, là, va arriver le débarquement de Normandie et enfin, comme il l'a dit, Paris sera libéré. Parce qu'il dit dans son appel, puis vous avez raison, c'est un appel à venir le rejoindre pour développer
une artillerie, pour développer des chars. Parce qu'il dit, on a été battus par quoi? Par des chars, par la force technique des Allemands. Il faut donc, avec des ingénieurs, des militaires, retrouver une technologie militaire de pointe et on va revenir à la charge. On va revenir à la charge, vous avez raison, mais il y a un aspect qu'on a souvent laissé de côté, et plus encore dans tout le contexte mémoriel d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'à qui De Gaulle s'adresse aussi pour reconstituer son armée de la France libre? Ben, à son empire colonial. Et il va se servir de ces colonies pour justement renforcer la France. La France est perdue, que ces colonies lui viennent en aide. Et là, bien sûr, c'est ce grand appel à la patrie, à la défense de la patrie et l'incarnation d'un ennemi, le mal parfait qui étaient les nazis. Mais plus encore, il faut rappeler, parce qu'on dit Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, il y en a eu 3 guerres. Il y a eu la guerre franco-prussienne de 1870, la Première Guerre mondiale et ensuite la Seconde. Cette génération-là, c'est une génération de guerre, pourrait-on dire. Et plus encore, vous rajoutez par-dessus ça, on en a beaucoup parlé, la grippe espagnole et le crash de 29. Disons que c'est De Gaulle et toute sa génération étaient cette greatest generation, comme on l'a qualifié quelques années plus tard. Est-ce que j'exagère quand je dis Laurent Turcot au tout début, parce que ça peut sembler romantique, là, mais que le courage et la détermination de 2 hommes contre des mouvements qui étaient contre eux, est-ce que vraiment, c'est pas un bel exemple où 1 ou 2 hommes, on peut faire la différence quand on se lève, même contre un vent contre nous, là? C'est vrai, mais c'est toujours le problème. Est-ce que c'est les hommes qui font les événements ou est-ce que c'est les événements qui font les hommes? Mais ces hommes-là, il faut qu'il y ait des gens derrière eux. Je ne crois pas, moi, très personnellement, au fait que ce soit un homme qui soit capable de tout mobiliser d'un coup. Il incarne cette résistance. Il n'est pas le seul. Pour De Gaulle, on pourrait citer Jean Moulin. Pour Churchill, on pourrait citer des tonnes d'individus dans le gouvernement qui étaient derrière eux. Ils étaient la pointe de l'iceberg. Mais vous avez raison de dire que c'est des hommes qui avaient une capacité de rassembler autour d'eux et on l'a vu par la suite. Bon, Churchill a perdu les élections à la fin de la guerre. Il va revenir par la suite. Pour ceux qui ont vu The Crown, et De Gaulle, lui, bien, comme je vous le disais tout à l'heure, il va revenir et il va fonder la Ve République. Il y a vraiment un parallèle et vous avez raison de le souligner. Et j'invite justement les téléspectateurs à aller lire dans un premier temps les mémoires de Gaulle. Et pour ceux qui sont plus les films, bien, il y a un film aussi sur De Gaulle à voir avec Lambert Wilson qui va sortir bientôt ici. Et aussi, bien sûr, Darkest Hour, un film magnifique qui raconte ce contexte de la guerre dont on a une mauvaise préhension des fois et on ne comprend pas à quel point le vent aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Ben oui, mais c'est ça que je vous dis. Le vent aurait pu tourner de l'autre côté. Le vent aurait pu tourner de l'autre bord s'il n'y avait pas eu la force de caractère de Churchill. Le vent aurait pu très bien tourner vers une compromission avec les Allemands, là. Ah, complètement. Puis d'autant plus que l'Angleterre se battait seule à ce moment-là. Les Américains n'étaient pas entrés en guerre et le pacte germano-soviétique tenait toujours. Donc, a priori, l'Allemagne gagnait sur tous les fronts. La France était à genoux. Ça allait mal. L'Angleterre tenait par la bataille d'Angleterre comme elle pouvait. Les États-Unis avaient fait une entente avec l'Angleterre. C'est digne d'un film d'Hollywood, mais bon, il y en a tellement eu là-dessus, là. C'est de ma faute, je vous ai relancé, puis j'ai plus de temps, là, je vais me faire tuer encore. Alors, non, mais gentiment. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est un plaisir de parler de tout ça avec vous. Et voilà, puis j'espère que ça va intéresser les gens, les plus jeunes aussi, à aller lire l'histoire. C'est quelque chose, ce mois de juin 1940. Merci. Merci à vous. Au revoir.